Un nouveau journal sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. La promotion de l'intégration africaine en Côte d'Ivoire, la journée des partenaires présidée par la ministre d'État, Kandia Camara. Un cadre pour mettre en évidence des échanges permanents qui existent entre les communautés de la CEDEAO vivant sur le sol ivoirien et les autorités ivoiriennes. Une maison d'arrêt et de correction d'une capacité d'accueil de 500 détenus et un tribunal de première instance ouvert dans la ville de San Pedro. L'Union européenne aura été un soutien pour la réalisation de ce projet dans le respect des droits de l'homme. Et nous ouvrons aussi le dossier Vidici, le dossier de ce journal qui porte sur des actions d'assainissement du canal du village d'Anoumabo dans la commune de Marcory, une opération de dépollution au grand bonheur des populations. Bienvenue dans ce 23h. La journée des partenaires présidée par la ministre d'État Kandia Camara, c'est un événement qui fait la promotion de l'intégration africaine en Côte d'Ivoire. C'est surtout un cadre qui met en évidence les échanges permanents qui existent entre les autorités ivoiriennes et les communautés de la CEDEAO vivant sur le sol ivoirien. Ces autorités ivoiriennes qui répondent par cette structure, le Bureau ivoirien pour l'intégration africaine, le BIPIA, qui a d'ailleurs décerné des diplômes d'honneur à des personnalités et des communautés vivant en Côte d'Ivoire, suivant ce commentaire de Marie-Chantal Akandan. La Côte d'Ivoire attache une importance particulière à la question de l'intégration africaine. De nombreux cadres d'échange sont initiés à travers des activités visant à promouvoir cette intégration. La journée du partenaire qui se tient à Abidjan en fait partie. Les journées des partenaires est un espace de dynamisation des rapports de collaboration entre vous et le BIPIA et par ricochet l'État ivoirien pour la construction d'une Côte d'Ivoire ouverte et prospère qui rayonne à l'extérieur et qui capte les investissements directs étrangers à travers la coopération internationale et l'intégration régionale. La 4e édition de la journée du partenaire a été marquée par la remise de diplômes d'honneur de l'intégration à plusieurs partenaires que sont les opérateurs économiques pour leur contribution à la promotion de l'intégration des communautés africaines en Côte d'Ivoire. Cette distinction est pour chacun de nous ici présent un encouragement, une source de motivation supplémentaire et un appel au travail. Oui, aujourd'hui plus que jamais, notre responsabilité est engagée dans la construction du brassage des populations vivant en Côte d'Ivoire, ainsi que le développement économique de ce pays. Selon la ministre d'État Kandia Camara, la Côte d'Ivoire s'est engagée à faire de l'intégration un outil de développement. La création du diplôme d'honneur de l'intégration est une belle initiative qui s'inscrit dans la vision de la politique d'intégration du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est fière de la contribution du BIPIA à la mobilisation des ressources des communautés que vous êtes. Ce d'autant plus que le Plan national de développement 2021-2025 définit la contribution des structures de l'intégration en termes de coopération régionale, de conquête du marché régional et d'ouverture du marché ivoirien aux investisseurs extérieurs. Les défis auxquels fait face le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine sont nombreux, notamment le renforcement de collaborations fructueuses et de relations de partenariat solides en vue d'une cohésion sociale entre toutes les communautés. À présent, ce communiqué du Conseil constitutionnel qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il recevra à son siège aussi au 22 boulevard Card à Abidjan Plateau le mercredi 1er mars 2023 à 11h en audience publique. Le serment préalable à l'entrée en fonction de messieurs Danjul, Demonsten et Demba Traoré, nommés membres de la commission centrale, la commission électorale indépendante CEI par décret numéro 2023-96 du 15 février 2023. C'est un communiqué signé à Abidjan ce 24 février du président du Conseil constitutionnel.
La maison d'arrêt de correction et un tribunal de première instance sont ouverts dans la ville de San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce sont des infrastructures construites avec le concours de l'Union européenne. Une bonne nouvelle donc pour les habitants de San Pedro qui n'auront plus à se déplacer jusqu'à Sassandra pour toute affaire judiciaire, nous dit Sam Conan. Voici la maison d'arrêt et de correction de San Pedro, située dans le quartier d'Imoulé, à 3 km de la ville, sur l'axe Mena à Tabou. Et voici le tribunal de première instance de la cité portuaire, avec toutes les commodités, situé en plein cœur de la ville, au quartier Seweki. Désormais, plus besoin de se rendre à Sassandra pour des affaires judiciaires. San Pedro faisait des kilomètres pour Sassandra. Aujourd'hui, nous avons à San Pedro un tribunal de première instance. Nous avons une prison civile. Merci au nom des communautés de San Pedro. Au niveau du district, bien c'est la garantie. Ça va permettre aux investisseurs de venir parce que là où il n'y a pas de sécurité, et puis il n'y a pas d'investisseurs. Les deux infrastructures judiciaires inaugurées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sansan Cambiré, ont vu le jour grâce à l'appui de l'Union européenne. Ces deux infrastructures, tout en participant à une meilleure administration de la justice, contribuent de façon très concrète à un respect accru des droits de l'homme. C'est au nom de ces valeurs partagées que l'Union européenne a apporté en effet un appui financier important à la construction de la maison d'arrêt et de correction et au tribunal de première instance de San Pedro, à hauteur de 6,5 millions d'euros, soit 4,3 milliards de francs CFA. La maison d'arrêt et de correction, la cité pénitentiaire et le tribunal de première instance de San Pedro ont coûté plus de 15 milliards de francs CFA. Le tribunal de première instance, sur une superficie de 3,142 hectares, a coûté 2 milliards. Quant à la maison d'arrêt et de correction, d'un coût de 5 milliards 872 millions, elle est construite sur une superficie de 5 hectares avec une capacité d'accueil de 500 détenus. La cité pénitentiaire qui la jouxte est, elle, bâtie sur 2,5 hectares pour un coût de construction de 7 milliards 461 millions francs CFA. Des instructions ont été données pour ne pas que cette prison moderne soit surpeuplée. Reste à savoir à qui va inaugurer la première cellule de la maison d'arrêt et de correction de San Pedro. Et ce communiqué du procureur de la République d'Abidjan dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs d'1h du matin, le camp militaire du 2e bataillon projetable situé à Anokwakouté, dans la commune d'Abobo, essuyait les tirs nourris de plusieurs assaillants lourdement armés. Au triste bilan de cette attaque, il a été dénombré 3 décès et 1 blessé par balle. L'enquête ouverte aussitôt aboutissait à l'interpellation de 33 personnes, toutes inculpées et placées en détention préventive. Des interrogatoires et auditions de ces personnes, il ressort que cette attaque était le fruit d'une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens, les éléments de l'enquête laissant croire à l'implication des sieurs d'Amana Adia Picas et Ikpo Lagui dans les affaires poursuivies. Dans les faits poursuivis, ces derniers ont été convoqués par le magistrat instructeur pour être entendus. En dépit de l'extrême gravité de ces faits, ils ont été inculpés ce vendredi 24 février 2023 et placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire. La Banque ouest-africaine de développement et la Côte d'Ivoire signent un accord de prêt de 200 milliards de francs CFA dans le cadre de l'exécution du programme d'urgence de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Une enveloppe qui favorisera la construction d'au moins 25 000 logements sociaux. Le détail de ce partenariat dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. La question du financement reste une problématique majeure dans la réalisation du programme d'urgence de logements sociaux. En plus des opérateurs internationaux ayant une capacité financière et technique avérée, le ministre Bruno Nabagné-Koné prospecte également au niveau des établissements financiers, notamment de la Banque ouest-africaine de développement, afin d'accompagner son programme de construction de 25 000 logements. C'est un marché où nous avons structuré l'ensemble
des process pour justement faire en sorte que les risques, même quand il y en a, soient le plus faibles possible. Nous pensons que c'est véritablement le cas aujourd'hui. Nous sommes sur une échelle de 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA, un appui considérable, mais les besoins de la Côte d'Ivoire vont bien au-delà. Le programme d'urgence de logements sociaux a pour objectif de rattraper le retard accusé, mais davantage de combler le gros déficit de 600 000 unités. C'est un programme qui s'inscrit également dans le plan Yoliba de la BOAD, notamment son axe 2, qui vise à créer de la valeur, de l'emploi productif en appui aux États. Donc c'est avec un fort intérêt que la banque a regardé cette requête reçue de l'État de Côte d'Ivoire. Les deux parties devraient formaliser l'accord de financement dans les prochaines semaines. Nous sommes vraiment très heureux de savoir que vous portez un intérêt à ce projet. Nous souhaitons vous encourager à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'au financement effectif qui a été sollicité par l'État de Côte d'Ivoire. Les logements sociaux figurent au nombre des projets prioritaires du programme social du gouvernement. L'indisponibilité occasionne une flambée des loyers qui n'épargne pas les quartiers populaires, de même que les villes de l'intérieur du pays. En économie, l'année 2020 a vu l'entrée en vigueur du budget programme en Côte d'Ivoire. Après 3 ans d'exécution de ce mode de gestion des finances publiques, quel bilan faire de cette réforme? Quelles sont les innovations apportées? Les objectifs ont-ils été atteints? Ce sont des questions qui sont au cœur d'un séminaire bilan et perspective de la Direction générale du budget des finances à Yamoussoukro, le développement de Kader Sogodogo. La Direction générale du budget et des finances, DGBF, au cœur de la modernisation des outils de gestion budgétaire. C'est le thème de la 7e édition de son séminaire bilan. Il se tient 3 années après le basculement de la Côte d'Ivoire en mode budget programme. Le chemin parcouru sera examiné afin de rechercher la performance et la transparence dans la gestion des finances publiques. Un sacerdoce pour le directeur général Traoré Seydou et l'ensemble de son équipe. L'exercice budgétaire 2022 qui vient de s'achever a permis la consolidation des acquis de l'exécution budgétaire en mode budget programme. En effet, notre pays a pu tenir à bonne date le débat d'orientation budgétaire, élaborer le budget en mode budget programme dans les délais constitutionnels et l'exécuter dans de bonnes conditions à l'aide du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État Sigobé. Une courbe ascendante qui laisse entrevoir de réelles notes d'espoir. Il en ressort que le taux moyen de réalisation des cibles est passé de 73,7% en 2020 à plus de 82% en 2021. Après l'analyse des 10 rapports, la haute juridiction financière a jugé satisfaisante la mise en œuvre du budget programme et relevé l'amélioration de la performance globale des programmes par le gouvernement. 48 heures, c'est la durée de ce séminaire bilan de la DGBF. Les perspectives seront également évoquées. Les travaux ont été ouverts par Adam Ansal, directeur de cabinet, représentant le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, en mission, au bord de la Seine, Paris. Et nous nous rendons à présent dans la commune de Marcory, au village d'Anoumabo, pas pour parler de musique, mais de salubrité. Des actions d'assainissement du canal du village d'Anoumabo dans la commune de Marcory ont été entreprises et le conduit prévu pour les évacuations d'eau pluviale et obstrué par des déchets a été soumis à une opération de dépollution au grand bonheur des populations. D'autres projets d'embellissement sont prévus dans cette cité et Grace Kando nous présente le nouveau village d'Anoumabo, un nouveau cadre de vie qui fait plaisir à ces populations et c'est dans le dossier Vie d'ici.
Anoumambo était considéré comme une île parce que le canal, de par ses dimensions originelles, faisait que pour venir à Anoumambo, ça vous prenez le pont sans fil ou bien le pont d'Anoumambo, ou bien vous circulez par les bateaux Pinas qui vous faisaient passer de Makori à Anoumambo. Donc c'était une belle île. Le canal d'Anoumambo relie les communes de Makori et de Koumassi. Il a été conçu dans la période de 1978-1984 pour évacuer les eaux pluviales. Mais aujourd'hui, il a perdu son luxe d'antan, en témoignent ces décors insalubres, visibles il y a encore quelques semaines. Quand le coin est sale, en tout cas, ça donne maladie aux enfants. Nous-mêmes là, on n'a pas en laisse. Ça envoie moustique. Ces types de déchets ne sont pas des ordures ménagères. Les déchets spéciaux, il y avait des encombrants, il y a de la pneumatique, il y a des gravats. Et donc ces déchets sont orientés sur des sites, sécurisés, les traiter et même voir la valorisation de ces déchets. Pour donner un nouveau visage à ce canal long de 5 mètres, avec 100 mètres de large et 7 mètres de profondeur, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité entreprend des actions de propreté à la grande joie des habitants. C'est très joli, très beau à voir. Nous, on est fiers de notre village aujourd'hui. Nous avons aidé vraiment le ministre. On lui dit merci pour tout ce qu'il nous a fait pour nous donner. On serait là pour l'aider à faire toujours propre. Nous avons dragué de la lagune tout ce qui est déchets solides ménagers que nous avons sortis. Ensuite, nous avons fait des tas et convoyé à la décharge de Kossoouin avec des camions semi-remorques. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir une belle vue. Donc le site est propre. Une étude est en cours pour un aménagement général de ce site et qui sera vraiment un aménagement paysager avec des aires récréatives, en tout cas qui donnera vraiment, qui va changer vraiment le visage de cet endroit. Que nos berges lagunaires soient vraiment des lieux propres et qui fait beau à vivre. Abidjan est la perle des lagunes. Il faudrait qu'on puisse revenir à cette image d'antan. Des actions d'assainissement et de salubrité, certes, mais le canal d'Anoumambo est devenu un lac d'eau usée puante. Il ne s'ouvre plus sur la lagune ébriée. Conséquence, stagnation et odeur nauséabonde. Les eaux sont stagnantes. Elles ne circulent pas. Donc les déchets se décomposent. Il y a une putréfaction de ces déchets-là. Et la décomposition de ces déchets génère de très mauvaises odeurs. Et lorsque le vent circule, ces odeurs sont éparpillées dans toute la commune de Koumassi, de Makori, et même en traversant la lagune vers Cocody. L'odeur nous fatiguait. On ne pouvait même pas s'asseoir ici pour vendre. Et puis moi, ils vont manger. Mais maintenant, chaque jour, on passe pour aller pomper pour nous. Donc maintenant, c'est un peu bon. Une solution temporaire grâce à l'expertise d'une structure mandatée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette proposition technique que nous mettons en place est de traiter les mauvaises odeurs avec un système d'installation des buses qui font ressortir des produits. Et ces produits-là sont des produits qui ne neutralisent pas, mais qui traitent les odeurs à la source avant que les vents dominants n'envoient ces odeurs-là à travers la ville d'Abidjan. Donc aujourd'hui, ces ingénieries portent, elles ont été vraiment analysées par des laboratoires qui sont accrédités dans le monde entier, qui ont fait ses preuves dans d'autres pays. Pour redonner au canal d'Anoumambo sa fonction initiale, à savoir l'évacuation des eaux pluviales, le Centre ivoirien anti-pollution fait des propositions. Les gens ont construit des maisons dans le lit du canal, qui fait que le canal ne peut plus circuler. Alors donc, c'est de voir quelles sont les mesures qu'il faut adopter pour rouvrir complètement ce canal, pour lui permettre d'avoir une circulation normale de ces eaux usées, pour faire de ce canal vraiment un ouvrage d'assainissement. Du côté du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, pour inviter les populations à la culture du civisme, un code de salubrité est prévu. Ce code définit d'abord les droits en matière de salubrité et de l'assainissement. Il donne au ministère concerné le dispositif juridique pour sanctionner. Une fois que la loi va être adoptée par l'Assemblée nationale, nos agents auront le droit d'aller dans votre maison pour dire, bon, vous avez une maison, montrez-nous votre système d'assainissement. S'il n'existe pas, vous serez sanctionné. Les sanctions vont depuis les amendes jusqu'à l'emprisonnement. Le ministre Bouaké Fofana invite les populations à lutter contre l'insalubrité pour ainsi améliorer leur environnement.
Et voilà ce dossier que vous pourrez retrouver sur les www.rti.info. Restons toujours dans la perspective d'assainir l'environnement et pour en parler davantage, partons dans la région du Lodjibois, précisément à Iré, où des enseignants-chercheurs ont mis en étude un projet de dépollution des eaux avec l'utilisation de la poudre de moringa et de l'argile. L'ambition derrière cette recherche, c'est d'assainir les eaux polluées par les orpailleurs clandestins. C'est une étude financée par le Fonds pour la science et la technologie et l'innovation, le FONSTI, le développement de Frédéric Oulaï et Didier Nguessa. L'environnement subit de plein fouet les conséquences de l'action humaine. L'orpaillage artisanal est une illustration. Ce fléau est répandu dans les zones rurales, notamment dans la région du Lodjibois, avec plusieurs produits nocifs tels que le mercure, le zinc qui impactent négativement la faune et la flore. Un projet de dépollution des eaux est à l'étude. Il s'agira donc de trouver une méthode de dépollution, c'est-à-dire aller chercher à enlever ce toxique qu'est le mercure dans les eaux et dans le sol. Il s'agit du moringa, il s'agit de l'argile et il s'agit du charbon qui va nous permettre de constituer des filtres. Et il se trouve que nos populations utilisent l'eau, utilisent un certain nombre de fruits de rivières qui justent ces zones. Et ce sont des situations qui peuvent entraîner des problèmes de santé. Aujourd'hui, il est important pour la science de s'intéresser à ce type d'activité et mener des recherches là-dessus. Ce projet de détection et dépollution des eaux des zones d'exploitation minière à l'aide des compositions de l'argile et de la poudre de moringa, mené par une étude d'enseignants-chercheurs, bénéficie du financement du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI. Le FONSTI a décidé de financer ce projet qui vise à détecter les éléments de traces métalliques dans les eaux consommées dans les zones d'orpaillage clandestin et surtout à dépolluer ces eaux pour les rendre propres à la consommation de nos parents qui sont en zone rurale dans ces zones d'orpaillage. Donc c'est un projet à impact social, impact économique. Financé à hauteur de 6 millions de francs CFA, l'exécution de ce projet va durer 3 ans. Il s'agit d'inciter les universitaires à plus d'engagement dans les questions de la recherche et de l'innovation. Quant au FONSTI, il s'engage à accompagner les projets de recherche. Et à présent, nous passons au point Covid de cette journée. « 12 nouveaux cas de Covid-19 sont annoncés dans le pays sur 292 prélèvements effectués ce jour. 15 nouvelles guérisons sont également annoncées. Et ce 24 février, la Côte d'Ivoire totalise au moins 88 158 cas de Covid-19 déclarés depuis le début de la pandémie. 35 cas restent à ce jour en traitement. La campagne de vaccination, elle, enregistre 27 179 368 doses de vaccins administrées en Côte d'Ivoire. Une action sociale en faveur du village de Zouata dans le département de Fakobli. C'est l'équipement d'une cantine scolaire de l'école primaire publique de ce village et c'est l'œuvre de la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, suivant la correspondance de FBOE. Ce sont 245 élèves de l'école primaire publique de la localité de Zouata 1 dans le département de Fakobli qui dégustent un plat de riz gras au poulet dans leur nouvelle cantine scolaire baptisée Cantine scolaire Dominique Ouattara. Assis à leur côté, les invités des marques, les élus, les autorités administratives. C'est le tout premier repas de cette cantine. Elle a été construite par un fils du village, le journaliste Philippe Kouon. La cantine non seulement permet d'assurer un repas à l'enfant, mais également à le maintenir dans les liens de l'école et donc de l'apprentissage. L'équipement d'une valeur de 10 millions de francs CFA, composé de matériel de cuisine, d'électroménager, de meubles, de vivres pour une période de 4 mois, est offert par la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS.
La cérémonie de l'ouverture officielle de cette cantine a permis aux différents intervenants de saluer l'ensemble des actions de la Première Dame pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes. La représentante de Dominique Ouattara a donc exhorté les uns et les autres à mettre tout en œuvre pour le bien-être des enfants. Aucun enfant ne doit aller travailler dans les plantations. Aucun enfant ne doit porter des charges lourdes. Les enfants peuvent aider les parents, mais pas vraiment utiliser des machettes, pas vraiment porter du fardeau. Inscrire les enfants à l'école, scolariser les enfants, c'est le message que je suis venue donner à mes parents. En marge de cette inauguration, les autorités ont procédé à la pose de la première pierre du centre de santé intégré de Zouata 1 et à la remise des matériels agricoles offerts par la Première Dame aux associations des femmes de Zouata 1 et des environs. L'Office national de l'état civil et de l'identification mène des actions d'information et de sensibilisation des faits d'état civil. Et pour cela, l'Office a rencontré des représentants des églises. On fait le point avec Michel Mambo. Extrait d'acte de naissance, carte nationale d'identité, carte de ressortissant, attestation d'identité, de nouveaux mécanismes mis sur pied, l'état civil est à l'heure de la modernisation. Dans sa démarche, l'ONESI, Office national de l'état civil, implique tous les acteurs sociaux. Cette rencontre avec les leaders de communautés chrétiennes avait donc pour but de les sensibiliser sur les enjeux de la modernisation et les imprégner des nouvelles dispositions prises par l'ONESI pour tenir son pari. Nous voulons que vraiment tous ces acteurs qui sont autour puissent eux-mêmes s'imprégner déjà de tous les changements, de l'évolution, mais surtout d'utiliser les opportunités que leur offre le gouvernement en permettant de faciliter la déclaration de tous les enfants, notamment la loi spéciale de rétablissement d'identité, et pour que tous ceux qui aujourd'hui ne figurent pas dans les registres puissent aujourd'hui venir avec l'état civil, mais surtout profiter de la facilitation que cette modernisation apporte en rapprochant le service de déclaration des naissances et des décès des populations. Séance de travail fructueuse, les participants ont pris l'engagement d'en faire large écho. Pour planifier le développement dans tous les domaines, il faut bien qu'on puisse identifier la population, savoir combien nous sommes. Donc c'est un atelier important qui nous donne donc des éléments pour que nous soyons de ceux qui transmettent cette information-là à nos populations. Les chrétiens que nous sommes dans nos rencontres avec nos amis, avec nos frères et sœurs, dans nos communautés chrétiennes de base, nous pourrons relayer l'information afin que le maximum d'Ivoiriens puissent être sensibilisés sur l'importance de la déclaration des faits. Cette rencontre autour de la déclaration des faits civils fait suite à plusieurs autres, avec notamment les imams et les rois et chefs traditionnels. En politique, l'homme politique Yancier et le roi d'Assini Mafia partagent la même vision. Nous en parlons dans ce reportage de Mahama Traoré. Un échange dans la pure tradition Issouman. Des échanges de nouvelles, il ressort que le roi des Issouman d'Assini, Aoulafian Mossou V, s'est rendu à Diaké pour honorer une tradition, laquelle consiste à rencontrer chaque début d'année le député de leur localité, Yen Yakoubassi, pour évoquer les sujets de paix et de développement. La cohésion qui vaut à notre pays aujourd'hui de connaître un développement important, souvent miraculeux en 10 ans, cette cohésion-là règne localement, au niveau des populations d'Assini, les Souma, entre les Souma et les autres populations d'Adiaké, notamment les Bétibé et les autres personnes qui vivent dans notre circonscription électorale. Nous sommes en symbiose pour pouvoir œuvrer chaque jour davantage pour le bien-être des populations. Le roi des Issouman, Aoulafian Mossou V, était pour la circonstance accompagné des chefs de 16 villages et des cadres. Tous se sont montrés disposés à soutenir Yen Yakoubassi dans ses actions de développement en faveur d'Assini Mafia. Il nous a livré un très bon message. À l'entendre parler, tous les fils et filles du département d'Adiaké doivent s'unir pour que le développement soit. Voilà. Sans cohésion, sans entente, rien ne peut se réaliser. Nous repartons vraiment satisfaits de cette rencontre parce qu'au-delà, nous avons vu un peuple vraiment soudé, un peuple en parfaite symbiose et un peuple en phase avec son guide, son député maire.
En cette année électorale, le roi des Youssoumane d'Assini Mafia et Ien Yakoubassi ont émis le vœu de voir se tenir un scrutin apaisé à Assini Mafia. L'actualité hors de nos frontières, quelques 93 millions d'électeurs sont appelés à voter demain, samedi 25 février, au Nigeria. Ils éliront leur président de la République, celui qui succédera à Muhammadu Buhari. La Commission électorale nationale indépendante va assurer la transparence de ce scrutin majeur. C'est une élection alors que le pays fait face à de nombreuses crises liées à l'économie, notamment la flambée des prix, des pénuries de produits ou encore des violences djihadistes. Et sur la sécurité internationale, les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions considérables contre la Russie. Un an après le début de la guerre en Ukraine, le porte-parole de la Maison-Blanche annonce des sanctions visant les banques et l'industrie de défense russe. Les États-Unis vont cibler des banques et les industries de défense, plus de 200 personnes et entités également qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie seront impactées, annonce la Maison-Blanche. Merci de nous avoir suivis. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur RT.